Dans la voiture de mon mari, j'ai découvert un rouge à lèvres qui ne m'appartenait pas. Un Chanel, rouge vif, le genre de couleur que je ne porte jamais. Il était coincé entre le cuir beige et la console centrale du siège passager. Je l'ai ramassé. Le métal doré était encore froid. Adrien déteste le désordre dans sa voiture. Cette voiture, une berline allemande de luxe, était son symbole de réussite. Tout devait y être impeccable, comme sa vie, comme sa femme. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement refermé ma main sur le petit tube doré. Le lendemain, au bureau, je suis allée voir la nouvelle stagiaire, Clara Duval. Elle est jeune, avec des yeux qui brillent, d'une ambition mal dissimulée. Je me suis approchée de son bureau, un sourire léger aux lèvres. Elle a levé les yeux, surprise de voir la femme du PDG, la directrice de création, se tenir devant elle. J'ai ouvert ma main. Le rouge à lèvres reposait sur ma paume. Vous n'avez pas besoin de jouer à ces petits jeux, Clara. Ma voix était douce, presque maternelle. Reprenez-le. Son visage a pâli. Elle a tendu une main tremblante. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai fait demi-tour. Ce soir-là, Adrien est rentré tard. Son visage était dur, fermé, froid comme l'acier. Il a jeté sa mallette sur le canapé en cuir italien. Il pleuvait des cordes ce jour-là, Élise. Sa voix était basse, contrôlée. Je l'ai juste déposée chez elle. Elle a peur des orages. Il a desserré sa cravate. Ne lui fais pas peur. C'est juste une enfant. Je l'ai regardée. Une enfant ? Une enfant qui laisse un Chanel dans la voiture d'un homme marié ? J'ai hoché la tête. Lentement, je me suis dirigée vers le bureau en acajou. J'ai pris l'enveloppe qui attendait là, depuis 3 jours. Je la lui ai tendue. Des papiers de divorce, déjà signés de ma main. Je ne lui ai pas fait peur, Adrien. Ma voix était calme, terriblement calme. Je lui ai juste dit d'attendre encore un peu. Il a froncé les sourcils. La confusion a remplacé la froideur. Puis, il a vu ma signature en bas du document. Ses yeux se sont écarquillés. Tu plaisantes. Sa voix a monté d'un cran. C'est sérieux ? Très sérieux. Il a saisi les papiers. Le papier a craqué sous la force de sa poigne. Les veines de son cou se sont mises à saillir. Juste parce que je l'ai ramenée chez elle, parce qu'elle a oublié un putain de rouge à lèvres dans la voiture. C'est pour ça que tu veux divorcer ? Je l'ai regardé sans répondre. Le silence dans notre immense villa était assourdissant. Il s'est approché de moi, son ombre me couvrant. Réponds-moi, Élise. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi est-il si en colère ? Si quelqu'un qui ne connaissait pas l'histoire nous voyait maintenant, il penserait que c'est moi qui l'ai trahi. Lui, la victime. Moi, la femme irrationnelle et jalouse. Si seulement les choses étaient aussi simples que ce qu'il disait. Si c'était juste un trajet sous la pluie, juste un oubli. Comment pourrais-je, moi, la femme qu'il a aimée pendant toutes ces années de misère, abandonner si facilement ? Je suis restée silencieuse. Parce que si j'ouvrais la bouche, ce ne sont pas des mots qui sortiraient. Ce seraient des années de sacrifice. Ce serait le goût des nouilles instantanées que nous mangions dans notre studio d'étudiants, quand il n'était personne. Ce serait l'odeur de l'alcool bon marché que j'ai dû boire à sa place, lors de ces dîners d'affaires. Je me souviens de chaque verre, chaque toast porté à des hommes que je méprisais. Je souriais, je buvais, je tenais bon. Pour lui, pour qu'il garde la face, pour qu'il obtienne ce contrat. J'étais la charmante Madame Chouvet, celle qui sait tenir l'alcool. Personne ne savait que je vomissais en rentrant. Personne ne connaissait la douleur aiguë dans mon estomac. Personne, sauf moi, ne sait ce que m'a coûté cet ulcère perforé. J'ai gardé le secret, parce que c'était le prix à payer pour qu'il devienne Monsieur le PDG Adrien Chouvet. Je l'ai construit, de mes mains, de ma santé, de mon silence. Et maintenant, il me regarde comme si j'étais folle. À quel moment l'homme que j'avais épousé a-t-il disparu ? Quand est-ce qu'Adrien est mort pour être remplacé par ce monsieur Chouvet ? C'est arrivé si lentement que je ne l'ai pas vu venir. Il a commencé à dîner en silence.
ses yeux fixés sur son téléphone, ses doigts tapant frénétiquement. Et parfois, un sourire qui n'était pas pour moi. Puis, les heures supplémentaires sont devenues plus fréquentes. Il a déménagé dans le bureau sous prétexte de ne pas me déranger quand je dors. Il disait qu'il travaillait, il mentait. Quand j'ai parlé d'avoir un enfant, il a évité mon regard. Je suis fatiguée, Élise. Pas maintenant. Le conseil d'administration me met la pression. Nous avons le temps. Des excuses. Toujours des excuses. Un homme qui repousse l'idée d'un enfant avec la femme qu'il aime. Non. Un homme qui fait ça est un homme qui a déjà quelqu'un d'autre dans son cœur. Un homme qui prépare sa sortie. Mes yeux ont commencé à piquer. J'ai ravalé mes larmes. Pas devant lui. Plus jamais. Oui, Adrien, je ne supporte pas un seul grain de sable dans mes yeux. Ma voix était redevenue ferme. C'est simple, soit tu la renvoies, soit tu la forces à quitter cette ville. Il m'a regardé, un long moment, puis un sourire froid, presque méprisant, s'est dessiné sur ses lèvres. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais être aussi étroite d'esprit. Il a secoué la tête, comme s'il était déçu, si jalouse, si possessive. Il s'est approché, m'a touché le menton. C'est peut-être de ma faute. Je t'ai trop gâté. J'ai éclaté de rire. Un rire sec, amer, qui m'a fait mal à la gorge. Les larmes ont finalement coulé, des larmes de rage. Gâté? Tu appelles ça me gâter? J'ai repoussé sa main. Elle, ou le divorce, choisis. Sa mâchoire s'est crispée. Il a attrapé son manteau. Tu devrais réfléchir attentivement, Élise. Sa voix était glaciale, une menace pure. Cette place, la place de Madame Chouvet, beaucoup de femmes la veulent. Il est parti. La porte a claqué, faisant trembler les murs de notre prison dorée. J'ai ri à nouveau, seul dans le silence. Cette place, il a raison. Cette place n'est pas facile à occuper. Combien de soirées mondaines, combien de sourires faux, combien de verres d'alcool fort pour protéger son image, combien de nuits blanches à m'inquiéter pour ses affaires. Il pense que je m'accroche à son argent, à son statut. Il pense que je ne signerai jamais vraiment ses papiers. Adrien Chouvet ne veut pas divorcer. Non pas parce qu'il m'aime encore. Il ne veut pas divorcer parce qu'il a peur du partage des biens. Il a peur de perdre la moitié de ce que j'ai aidé à construire. Un homme qui a changé de cœur. S'il lui reste le moindre sentiment, ce n'est que de la culpabilité. Et la culpabilité ne suffit pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans la villa. J'ai fait une valise. J'ai pris mes affaires personnelles, celles qui comptaient vraiment. J'ai laissé les robes de soirée, les bijoux qu'il m'avait offerts. J'ai laissé la vie de Madame Chouvet. Je suis retournée dans mon petit appartement, celui que j'avais acheté avant notre succès, un 2 pièces simple, au cœur de la vieille ville. Il est à mon nom. Seulement à mon nom. J'ai toujours aimé les petits espaces. Je m'y sens en sécurité. Le silence y est apaisant, pas oppressant comme dans la villa. Adrien détestait cet endroit. Il disait « Une maison doit être grande pour être à la hauteur de notre statut ». Quelle ironie! Lui qui aime tant le statut et les grandes maisons. Il passe maintenant ses nuits dans la chambre de bonne de Clara, un studio de 10 mètres carrés, loué dans un quartier populaire. Je le sais, mon détective privé est très efficace. Adrien a su que j'avais quitté la villa. Il n'a pas appelé, il n'a pas essayé de m'arrêter, il a simplement envoyé son secrétaire. Le lendemain, le secrétaire Dubois s'est présenté à ma porte. Un homme gris, efficace, sans émotion. Madame Chouvet, il m'appelait encore comme ça. Monsieur le PDG m'envoie. Il dit que, même si vous êtes en colère, vous devez être présente après-demain. Présente où? C'est la fête pour les 80 ans de sa grand-mère. Ah, la matriarche, la vieille Madame Chouvet. Une femme qui ne m'a jamais aimée, qui m'a toujours regardée de haut. La femme qui a élevé Adrien dans le culte de l'argent et du pouvoir. Bien sûr, la grande fête. Il dit que votre présence est cruciale pour l'image de la famille et de l'entreprise.
Je n'avais aucune envie d'y aller, mais je savais qu'il avait raison. Tant que le divorce n'est pas prononcé, tant que les biens ne sont pas partagés, tant que mes actions dans l'entreprise sont liées aux siennes, je dois maintenir l'image. Je dois jouer mon rôle. Alors, même si personne ne m'avait envoyé de message, j'y serais allée. Pour protéger ce qui me revient de droit. J'ai regardé Dubois. Dites à monsieur Chouvet que je serai là. J'ai fermé la porte. La bataille ne faisait que commencer. Le manoir des Chouvet était illuminé comme un palais d'hiver. Des centaines d'invités se pressaient dans la grande salle de bal. L'air sentait le champagne cher, la cire d'abeille et ce parfum subtil, indéfinissable, de l'argent ancien. J'avais choisi ma robe avec soin. Une robe noire, simple, coupée à la perfection. Pas une robe de victime, pas une robe de suppliante, une armure. Dès que j'ai franchi le seuil, un silence s'est fait. Les conversations se sont transformées en murmures. Je sentais des centaines d'yeux sur moi. Ils savaient, dans ce monde, les rumeurs voyagent plus vite que la lumière. Ils savaient que j'avais quitté la villa. Ils attendaient le drame. J'ai gardé la tête haute, un sourire professionnel figé sur mes lèvres. Et puis, je l'ai vu. Au centre de la pièce, installée sur une chaise qui ressemblait plus à un trône, siégeait la grand-mère Chouvet. Et à ses pieds, sur un petit tabouret, se tenait Clara Duval. Elle ne portait pas l'uniforme de stagiaire. Elle portait une robe de soirée en soie, d'un bleu profond, qui devait coûter 3 mois de mon ancien salaire. Elle tenait une tasse de thé à la main, qu'elle tendait à la vieille dame. Elle lui parlait doucement, avec une déférence calculée, et la grand-mère, elle lui souriait. Un sourire doux, presque affectueux, un sourire que je n'avais jamais reçu en 10 ans. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus seulement une liaison, c'était un remplacement. Il ne se cachait même plus. Il m'humiliait publiquement. Au moment où nos regards se sont croisés, leurs expressions ont changé. La haine pure a déformé le visage de la grand-mère. La peur, suivie d'une sorte de triomphe insolent, a brillé dans les yeux de Clara. Elle croyait avoir gagné. C'est à ce moment qu'Adrien est apparu à mes côtés. Il était impeccable dans son smoking sur mesure. Son visage était une pierre. Il n'a pas dit bonsoir. Il a saisi mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. « Tu n'es jamais en retard, Élise. » Sa voix était un sifflement bas, furieux. « Aujourd'hui, tu choisis d'arriver en retard. » Il m'a rapproché de lui, son souffle froid sur ma joue. « Tu vois comme elle est heureuse? Et toi, tu arrives et tu gâches tout. » Il parlait de sa grand-mère. « Elle est furieuse. Va t'excuser, maintenant. » M'excuser, je l'ai regardé, l'homme que j'avais aimé. Je ne voyais plus qu'un étranger. Un étranger qui me demandait de m'agenouiller devant la femme qui m'avait le plus méprisé. Je me suis souvenu d'une soirée, il y a des années, peu après notre mariage. J'avais appris que la grand-mère aimait une soupe de poisson traditionnelle de sa région. J'avais passé la journée entière à la préparer. J'avais trouvé les meilleurs ingrédients. J'avais suivi la recette à la lettre. Je l'avais apportée moi-même à table, fière de mon effort. Elle avait pris une cuillère. Elle avait reposé lentement. Elle n'avait rien dit. Elle avait simplement regardé Adrien. La soupe était froide. Ce n'était pas vrai. Elle était brûlante. Adrien avait goûté. Non, grand-mère, elle est très bonne. J'ai dit qu'elle est froide. Puis, elle avait regardé le majordome. Apportez cette chose au chien. Il mangera peut-être. Ce soir-là, Adrien m'avait consolée. Il m'avait dit de ne pas m'en faire. Elle est vieille école, Élise. Elle a du mal avec les gens qui ne viennent pas de son monde. Les gens qui ne viennent pas de son monde. Les orphelines, les pauvres. Moi. Et maintenant, il me demandait de m'excuser auprès de cette femme, devant la nouvelle prétendante, cette demoiselle de bonne famille, qui, ironiquement, n'était qu'une intrigante. J'ai repris le contrôle de ma respiration. J'ai détaché mon bras de sa poigne. J'ai adressé un signe de tête
au secrétaire du bois, qui tenait la liste des cadeaux. Veuillez remettre ceci à Madame Chouvet. C'était un châle en cachemire rare, cher, impersonnel. Puis, je me suis tournée vers Adrien, mon sourire de réception toujours en place. Je souhaite à grand-mère un très joyeux anniversaire et une longue vie. J'ai fait un pas en arrière. J'ai un rendez-vous urgent que j'avais oublié. Je dois malheureusement vous quitter. Je n'avais fait que 3 pas vers la sortie. La voix de la grand-mère a claqué comme un coup de fouet. Arrêtez-vous. Le piano s'est tu. Toutes les conversations se sont arrêtées. Sans père Dieu se sont tournés vers moi. J'ai pivoté lentement. Elle me regardait, ses petits yeux noirs, brillants de colère. Elle tremblait. Tu crois que tu peux venir ici, m'insulter par ton retard et repartir comme une voleuse? Sa voix était aiguë. Tu n'es rien. Tu n'as jamais été rien. Avant que je puisse répondre, Clara s'est précipitée vers moi. Son visage était une image parfaite de l'inquiétude et de la bienveillance. C'était une performance digne d'un Oscar. Elle a posé sa main sur mon bras. Je l'ai regardée. Oh, Élise, elle a commencé, sa voix douce et suppliante. Puis, elle a semblé se corriger, comme si elle réalisait son impudence. Madame Chouvet, s'il vous plaît. Elle a baissé les yeux, jouant la jeune fille innocente et terrifiée. Ne mettez pas grand-mère en colère, sa santé est si fragile. Elle a levé ses yeux larmoyants vers moi. S'il vous plaît, agenouillez-vous, demandez-lui pardon. Elle a resserré sa prise sur mon bras. Si quelque chose lui arrive à cause de vous, vous le regretterez toute votre vie. Agenouillez-vous. Le mot est resté suspendu dans l'air. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis j'ai regardé son visage. J'ai levé un sourcil. Un sourire glacial a étiré mes lèvres. Vous m'appelez Élise ? Ma voix n'était pas forte, mais dans le silence de mort de la salle, elle a résonné comme un coup de tonnerre. Sommes-nous devenus si intimes, mademoiselle Duval ? Elle a figé. Sa main est tombée de mon bras. Je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas quoi ? Ai-je continué, ma voix toujours aussi calme, aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Vous êtes la stagiaire, je suis la femme de votre PDG. Un peu de respect. Je me suis approchée d'elle. D'un pas, elle a reculé. Vous me demandez de m'agenouiller ? Vous me donnez des conseils sur la façon de traiter la famille de mon mari ? Je l'ai regardée de haut en bas. Sa robe de soie, ses bijoux empruntés. Qui êtes-vous, exactement, pour me parler sur ce ton ? J'ai marqué une pause. J'ai laissé tout le monde écouter. À vous entendre, on pourrait presque croire. J'ai souri. Que c'est vous, la nouvelle Madame Chouvet ? Le silence qui a suivi était total, absolu, assourdissant. Clara est devenue blanche comme un linge. Puis, une vague de rouge cramoisi a envahi son cou et ses joues. Ses yeux se sont remplis de larmes, de vraies larmes cette fois, des larmes d'humiliation pure. Elle a tourné un regard suppliant vers Adrien. Mais Adrien était pétrifié, son visage noir de fureur. Il me regardait comme s'il voulait me tuer. Clara a poussé un gémissement. Elle a couvert son visage de ses mains, et elle s'est enfuie en courant. Elle a bousculé un serveur, faisant tomber un plateau de verre dans un fracas assourdissant. Mais personne n'a bougé. J'ai reporté mon attention sur la grand-mère. Elle était debout. Elle tremblait de la tête aux pieds, non pas de peur, mais d'une rage apoplectique. « Garce !» a-t-elle crié. « Paysanne, comment oses-tu » Elle a levé sa canne. Une lourde canne en ébène avec un pommeau d'argent. Elle l'a abattue de toutes ses forces, visant ma tête. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux. J'attendais le coup, mais il n'est jamais venu. Adrien avait attrapé la canne à quelques centimètres de mon visage. Sa mâchoire était si serrée que j'entendais ses dents grincer. Il n'a pas regardé si j'allais bien. Il a regardé sa grand-mère. « Grand-mère, arrêtez !» a-t-il grondé. Il lui a arraché la canne des mains. « Calmez-vous, je vais m'occuper d'elle. » Il a fait signe au secrétaire Dubois. « Dubois, ramenez grand-mère dans sa chambre. Et vous tous,
Il s'est tourné vers les invités pétrifiés. La fête est finie. Le secrétaire du bois s'est précipité pour aider la vieille femme, qui pleurait de rage. La musique ne reprenait pas. Les invités ont commencé à partir, chuchotant, avides de répandre l'histoire. La grande fête d'anniversaire, ruinée, détruite en moins de 10 minutes. Adrien ne m'a pas regardé. Il a juste attrapé mon bras, ses doigts comme des étaux. Dehors. Il m'a traîné hors de la salle de bal, vers le jardin d'hiver. Je ne me suis pas débattue. Je marchais calmement. Je n'avais plus peur. Je n'avais plus rien. Seulement cette froide, terrible et délicieuse sensation de libération. La guerre était déclarée. Il m'a poussé dehors, dans l'air glacial de la nuit. La porte vitrée du jardin d'hiver a claqué derrière nous, étouffant les murmures des derniers invités. La lune était pleine. Elle jetait une lumière froide et chirurgicale sur les statues de marbre du jardin. Adrien ne me tenait plus le bras. Il se tenait à quelques pas. Son smoking impeccable était juste un peu froissé au niveau du poignet, là où il avait saisi la canne de sa grand-mère. Il respirait fort. Pas d'épuisement, de rage. Il fallait que tu fasses ça. Ce n'était pas une question. C'était un constat. Sa voix était basse, presque un grognement. Tu veux toujours tout détruire, hein? Je l'ai regardé. La lumière de la lune sculptait son visage. Il était beau, l'homme que des milliers de femmes désiraient, le PDG de l'année. Mais je ne voyais plus que le vide. Non, Adrien. Ma voix était incroyablement calme. Cette fois, je veux juste me libérer. Te libérer? Il a fait un pas vers moi. Te libérer de quoi? De ça? Il a fait un geste large vers le manoir, vers les voitures de luxe qui quittaient l'allée. De l'argent? Du confort? De la vie que je t'ai donnée? La vie que tu m'as donnée? J'ai presque ri. La vie que nous avons construite et la vie que tu détruis. Je ne détruis rien, a-t-il crié, perdant sans fin son sang-froid. C'est toi, toi et ta jalousie, ta paranoïa. Ma paranoïa a laissé un rouge à lèvres sur ton siège passager. Ma jalousie passe des nuits dans un studio de 10 mètres carrés. Il s'est figé. Son visage a changé. La rage a disparu, remplacée par une froide évaluation. Il avait compris que je savais. Il ne pouvait plus nier. Il a soupiré. Il a passé une main dans ses cheveux, adoptant soudain l'air fatigué de l'homme d'affaires débordé. Le même air qu'il prenait quand je lui parlais d'enfant. Élise, arrête. Sa voix s'est adoucie. C'était un piège. Il n'y a rien entre elle et moi, le mensonge. Encore. C'est juste, grand-mère l'apprécie beaucoup, vraiment. Elle est jeune, elle n'a personne, je l'aide, c'est tout. C'était presque pire que la rage, ce mensonge condescendant. Il me prenait pour une imbécile. Ne fais pas l'idiote, man. Il a utilisé mon ancien surnom, celui de l'époque où nous étions pauvres et heureux. C'était une manipulation, une insulte. Arrête de faire des histoires, rentre à la maison. Il s'est approché, a voulu me prendre la main. Autrefois, ce simple contact m'aurait fait fondre. J'aurais pleuré. Je l'aurais supplié de me jurer qu'il m'aimait. J'aurais pardonné. Maintenant, je n'ai ressenti qu'une vague de froid. Je me suis reculée. Le divorce. Ou elle, j'ai répété. Tu dois choisir, Adrien, et tu dois choisir maintenant. Il m'a dévisagé. Il cherchait un signe de faiblesse, une larme, un tremblement. Il n'a rien trouvé. Il a vu l'acier dans mes yeux. Il a compris que j'étais sérieuse. Et j'ai vu le calcul dans son regard. Il ne pensait pas à moi. Il ne pensait pas à Clara. Il pensait aux actions. Il pensait au conseil d'administration. Il pensait au scandale d'un divorce. Il pensait à la moitié de sa fortune. Il a fermé les yeux. Il a pris une profonde inspiration, comme un homme qui s'apprête à avaler un médicament amer. Très bien. Sa voix était sèche. Tu as gagné. Il a ouvert les yeux. Ils étaient froids. Je vais la renvoyer. Je m'assurerai qu'elle quitte Lyon. Il l'a dit. Il a fait son choix. Il venait de jeter cet enfant effrayé sous un bus pour sauver son portefeuille. Il a attendu. Il attendait que je pleure de soulagement, que je tombe dans ses bras.
Il attendait que je lui dise « merci ». Même en entendant ces mots, je n'ai ressenti rien. Pas de joie, pas de victoire, pas de soulagement, juste un vide immense, une déception si profonde qu'elle en devenait paisible. La dernière étincelle d'espoir venait de mourir. J'avais la confirmation absolue que l'homme que j'aimais n'existait plus. Il n'avait pas choisi moi. Il avait choisi la solution la moins coûteuse. Je l'ai regardé. Un sourire triste a touché mes lèvres. « Tu n'as pas besoin de faire ça, Adrien. » Il a froncé les sourcils. La confusion. « Quoi ? Mais c'est ce que tu voulais, non ? » « Oui. » J'ai glissé lentement ma main gauche. J'ai retiré mon alliance. Le diamant était lourd, froid. 10 ans de ma vie. 10 ans de sourires faux, de verres d'alcool, d'espoir brisé. C'est ce que je voulais. Il y a une semaine. Je lui ai tendu la bague. Tout ça. Mais maintenant, c'est trop tard. Il n'a pas pris la bague. Il me regardait comme si j'étais folle. Je ne veux plus qu'elle parte. Je veux que tu la gardes. J'ai lâché l'alliance. Elle est tombée sur l'herbe gelée avec un bruit mat. Nous l'avons tous les deux regardée, brillante et morte sous la lune. Je veux le divorce, Adrien. Élise! Sa voix était un cri étranglé, de panique. Ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas faire ça. Pense à l'entreprise. Pense à la famille. J'y ai pensé pendant 10 ans. Je me suis retournée. J'ai commencé à marcher. Pas vers la villa, vers le grand portail en fer forgé. « Élise, reviens ici, je te l'ordonne. » Sa voix d'habitude si assurée était brisée. Je n'ai pas ralenti. Chaque pas était plus léger que le précédent. J'ai dépassé le jardin d'hiver. J'ai dépassé l'allée principale où sa berline allemande était garée. J'ai vu, à travers la vitre, le reflet du plafonnier. J'ai pensé au rouge à lèvres. Et pour la première fois, je n'ai plus ressenti de douleur. Seulement de la pitié. J'ai quitté le manoir des Chouvets. J'ai abandonné 10 ans de ma vie. Je n'ai pas appelé de voiture. J'ai marché dans la rue sombre et silencieuse. L'air froid de la nuit piquait mon visage, mais il séchait les larmes que je ne savais même pas avoir versées. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération. C'était fini, une décision sans aucun retour en arrière possible. Le premier acte de ma nouvelle vie venait de se terminer. Les 3 jours suivants furent d'une intensité que je n'aurais jamais cru possible. Pendant que Marc, mon avocat, analysait les fichiers cryptés, une transformation s'opérait en moi. La douleur avait disparu, la tristesse aussi. Il ne restait qu'une lucidité froide, une détermination implacable. Je ne pleurais plus mon mariage. Je préparais une guerre. Le téléphone sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais l'indicatif était celui de la région où mes parents avaient pris leur retraite. Une vague d'angoisse me saisit. Je décrochai. « Élise, c'est papa. » Ma gorge se serra. Mon père, un homme doux, un ancien professeur d'histoire, qui vivait modestement avec ma mère dans une petite maison à la campagne. Ils étaient mon seul point faible. Adrien le savait. « Papa, ça va ? Maman va bien ? » « Oui, oui, tout va bien. » Enfin, il hésita. Mon père n'est pas un homme qui hésite. « Élise, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Adrien est venu nous voir. Hier. » Mon sang se glaça, plus froid encore que lorsqu'on m'avait annoncé la grossesse de Clara. Adrien. Chez mes parents. Quoi ? Il est arrivé sans prévenir, avec des cadeaux, du vin cher, du foie gras. Il avait l'air bouleversé. Ça va. Je m'assis. Mes jambes ne me portaient plus. Qu'est-ce qu'il vous a dit, papa ? Il a dit... La voix de mon père se brisa légèrement. Il a dit que tu traversais une période difficile, que tu étais confuse, que tu avais rencontré quelqu'un d'autre. J'ai fermé les yeux. L'article de presse. Il utilisait ma propre famille contre moi. Il nous a dit que tu voulais divorcer. Il a pleuré, Élise. Il s'est assis à la table de la cuisine et il a pleuré. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans toi. Le venin. Il avait empoisonné le seul endroit sûr qu'il me restait au monde. Papa, écoute-moi. Ce n'est pas vrai. Alors quoi ?
Qu'est-ce que c'était vrai? Cet homme nous a aidés, Élise. Il a payé l'opération de ta mère il y a 2 ans. Il, il a été un fils pour nous. Et maintenant, tu le jettes pour une aventure. Après tout ce qu'il a fait, sa voix était pleine de déception. Pas de la colère, de la déception. C'était 1000 fois pire. Papa, j'essayais de trouver les mots. Comment expliquer 10 ans de douleur, d'humiliation, d'un ulcère perforé à un homme qui ne voyait que la façade? Comment lui parler d'une maîtresse enceinte? Il te ment. Il te manipule. Ton- ton- Il nous manipule ou c'est cet avocat qui te manipule? Adrien nous a montré l'article. Il dit que cet homme te monte la tête contre lui pour prendre ton argent. Papa, arrête, ai-je crié, incapable de me contenir. Un silence. Je ne criais jamais sur mon père. Élise, sa voix était lasse. Ta mère est dévastée. Elle n'arrête pas de pleurer. Règle tes problèmes. Mais ne détruis pas cet homme. Ne te détruis pas toi-même. Reviens à la maison. Reviens auprès de ton mari. Il a raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone à la main. Le silence de mon appartement était assourdissant. C'était son coup le plus cruel. Il n'avait pas attaqué mes finances. Il avait attaqué mon cœur, mon passé, mon identité. Il m'avait fait passer pour une ingrate, une folle, une traîtresse aux yeux des seules personnes dont l'amour comptait pour moi. C'est ce qu'on appelle le moment du doute. Le moment où la victime se demande si elle n'est pas en fait le bourreau. Pendant une seconde, j'ai vacillé. Et si j'étais allée trop loin? Et si je devais juste pardonner, accepter, comme des millions de femmes l'avaient fait avant moi, rentrer à la villa, fermer les yeux sur Clara et l'enfant, sauver les apparences pour mes parents. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre. Je voyais une femme fatiguée. Puis, je me suis souvenue de la promesse que je m'étais faite, il y a si longtemps. J'avais 16 ans. Mon premier petit ami m'avait humiliée publiquement devant tout le lycée. J'étais rentrée en larmes. Mon père m'avait prise dans ses bras. Il m'avait dit « Ma chérie, ne laisse jamais personne, jamais, te traiter comme si tu valais moins que de l'or. Ne laisse personne te manquer de respect. » Ironique. Il venait de me demander de faire exactement le contraire, parce qu'il avait été aveuglé par les larmes de crocodile d'Adrien. La vacillation a disparu. La colère est revenue. Une colère claire, pure. Il avait utilisé l'amour de mon père pour moi comme une arme. Il avait profané mon dernier sanctuaire. J'ai attrapé mon sac. Marc, ai-je dit au téléphone, en marchant vers la porte. Nous n'attendons plus. Élise, qu'est-ce qui se passe? J'analyse encore les... Il est allé voir mes parents. Il leur a menti. Il les a retournés contre moi. Un silence. Le salaud, a murmuré Marc. Je veux que ce soit public. Maintenant. Élise, ce n'est pas seulement un divorce, ce sont des accusations criminelles, détournement de fonds, fraude fiscale. Ça va être un cataclysme. C'était exactement ce que je veux. Vous n'aurez plus jamais une vie tranquille à Lyon. Vous serez la femme qui a détruit son mari. Je ne demande pas la justice, Marc. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Je la crée moi-même. Je ne suis pas retournée à mon appartement. Et j'ai pris une chambre dans un petit hôtel discret, de l'autre côté de la ville, sous un faux nom. J'ai éteint mon téléphone principal. J'ai attendu. Le lendemain matin, la bombe a explosé. Ce n'était plus la presse à scandale, c'était le principal quotidien économique. Le titre barrait la une, en lettres capitales et « Le scandale Ardonne ». Le PDG Adrien Chouvet, accusé de détournement de fonds et de corruption. L'article était chirurgical. Il ne mentionnait pas le divorce. Il ne mentionnait pas Clara. Il ne citait que des faits, des chiffres, des dates, des extraits des documents que j'avais fournis. L'œuvre de Marc était un chef-d'œuvre de précision légale. Il ne m'impliquait nulle part. La source était un lanceur d'alerte interne, profondément préoccupé par l'éthique de l'entreprise. J'ai allumé la télévision de la chambre d'hôtel. C'était sur toutes les chaînes d'information en continu. Des journalistes campaient devant le siège d'Ardent. Des experts financiers
financier disséquait l'affaire. L'action d'Ardent s'effondrait en temps réel. En quelques heures, des milliards d'euros de capitalisation boursière étaient partis en fumée. Mon autre téléphone, celui que j'utilisais pour communiquer avec Marc, a vibré. Un message de sa part. Le conseil d'administration tient une réunion d'urgence. Le procureur financier vient d'ouvrir une enquête préliminaire. J'ai regardé l'écran. Je voyais le visage d'Adrien, une photo de lui, souriant lors d'un gala de charité. L'homme puissant, l'homme invincible, je l'imaginais, dans son bureau luxueux, en train de voir son monde s'écrouler, en train de comprendre que ce n'était pas moi qui avais peur de lui, c'était lui qui aurait dû avoir peur de moi. Mon téléphone principal, que j'avais gardé éteint, était dans mon sac. Par curiosité morbide, je l'ai allumé. Il a failli exploser. Des dizaines d'appels manqués. D'Adrien, de sa mère, de ses avocats et de la grand-mère Chouvet. Et puis, une cascade de messages vocaux. J'ai écouté le premier. C'était Adrien. Sa voix n'était plus celle d'un homme en colère. Ce n'était plus celle d'un mari condescendant. C'était la voix d'un animal piégé. Élise, Élise, décroche. S'il te plaît, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi que ce n'est pas toi. On peut arranger ça. Je te donnerai ce que tu veux, la moitié. Plus que la moitié. Mais arrête ça. Tu détruis tout. Tu nous détruis. J'ai effacé le message. J'ai écouté le suivant. La grand-mère. Elle ne criait plus. Elle pleurait. Élise, ma petite, reviens. S'il te plaît, ne fais pas ça à Adrien. Il t'aime. Nous t'aimons tous. Tu as fait une erreur, c'est tout. On te pardonne. Reviens. S'il te plaît. Sauve la famille, sauve le nom. Sauve le nom, c'était tout ce qui comptait. Pas l'homme, pas les victimes, le nom. J'ai effacé le message. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai sorti de son tiroir. J'ai retiré la carte SIM. Je l'ai cassée en deux. Je l'ai jetée dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. Je me sentais calme. Le chaos était à l'extérieur. À l'intérieur de moi, pour la première fois depuis 10 ans, il y avait la paix, le silence de la fin. J'ai passé les 24 heures suivantes dans la chambre d'hôtel numéro 312. Une chambre anonyme, beige et marron, avec une moquette usée. Mais la télévision à écran plat était ma fenêtre sur le monde que j'avais mis à feu. Le chaos était total. La chaîne d'information en continu tournait en boucle. Le visage d'Adrien n'était plus celui du Golden Boy de Lyon. C'était celui d'un criminel. Son nom était associé aux mots fraude, corruption, enquête. Le logo d'Ardent, qu'il avait lui-même dessiné il y a des années sur une nappe en papier, était désormais un symbole de honte. À 14 heures, une conférence de presse a été annoncée. Elle n'avait pas lieu au siège d'Ardent. Elle se tenait dans un hôtel d'aéroport, un lieu neutre. Les membres du conseil d'administration sont apparus, 7 hommes et 2 femmes. Ils avaient l'air d'assister à un enterrement. Leurs visages étaient gris. Le président du conseil, un vieil homme de l'industrie que j'avais souvent reçu à dîner, a pris la parole. Sa voix tremblait à peine. Au vu des informations exceptionnellement graves portées à notre connaissance, le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de suspendre M. Adrien Chouvet de toutes ses fonctions de président-directeur général, avec effet immédiat. Suspendre. Un euphémisme poli pour exécuter. Il a continué. Une enquête interne et un audit externe complet sont lancés. Nous coopérerons pleinement avec les autorités judiciaires. Je n'ai pas ressenti de joie, ni de triomphe. J'ai ressenti le déclic lourd d'un mécanisme qui se met en place. La première pièce du domino venait de tomber. Adrien avait perdu son royaume. L'homme qui m'avait dit que beaucoup de femmes voulaient ma place n'avait désormais plus de place lui-même. J'ai coupé le son de la télévision. Le silence de la chambre était pesant. Mon téléphone sécurisé a vibré. C'était Marc. C'est fait, il est dehors. J'ai vu, ai-je répondu. Ce n'est pas tout. La police a bougé très vite. Un frisson m'a parcouru. Quoi d'autre? Clara Duval. Mon cœur a manqué un battement. Ils l'ont arrêtée? Pas encore.
Mais il l'interroge, et ça devient très intéressant, Élise. Marc a fait une pause. Les virements que vous avez trouvés, ce n'était pas juste de l'argent de poche pour une maîtresse. Les montants sont importants, réguliers. Ils ont commencé avant même que vous ne trouviez le rouge à lèvres. Je me suis souvenu de ce que j'avais découvert. Adrien savait pour la fausse grossesse. Marc, c'était de l'extorsion. Précisément, elle le faisait chanter. Pour la fausse grossesse, pour ça oui, mais aussi pour d'autres choses. D'après mes sources, elle avait des preuves, d'autres liaisons, d'autres détails financiers. Elle n'était pas une enfant effrayée, c'était une joueuse. Et j'avais été sa couverture. Adrien ne la protégeait pas, il essayait de la gérer. Le rouge à lèvres sur le siège n'était pas un accident d'une amante étourdie. C'était un avertissement, un message pour Adrien. Payez-moi, ou je parle à ta femme. J'ai repensé à la fête d'anniversaire, à son visage en larmes, à sa fuite. Elle ne pleurait pas à cause de mon humiliation. Elle pleurait parce que son plan venait d'exploser, parce qu'Adrien, sous la pression de mon ultimatum de divorce, allait la sacrifier. Elle est en garde à vue, a continué Marc. Elle n'est pas une criminelle endurcie, c'est une opportuniste avide. Quand ils lui ont mis les relevés bancaires sous le nez, elle a craqué. Elle a tout avoué? Mieux, elle a tout raconté. Marc a ri, un rire sec. Elle a raconté la fausse grossesse. Elle a raconté le chantage. Et elle a raconté comment Adrien lui avait promis de l'argent pour qu'elle disparaisse, juste après la fête. Elle essaye de se faire passer pour une victime. Est-ce que ça va marcher? Aucune chance. Elle est inculpée pour extorsion de fonds. Et comme une partie de l'argent qu'il lui a donné provenait des comptes frauduleux, elle est aussi inculpée pour complicité et recel de détournement de fonds. La deuxième pièce du domino. La jeune fille innocente et effrayée par les orages. Elle allait en prison. Alors que je raccrochais, la télévision a montré de nouvelles images. Une caméra de journaliste, tremblante, devant un immeuble modeste. Clara Duval. Elle ne portait pas de robe Dior. Elle portait un jogging gris, les cheveux en désordre. 2 policiers en civil l'encadraient. Elle avait les mains menottées dans le dos. Elle a levé la tête vers la caméra. Son visage n'était plus joli. Il était bouffi par les larmes, déformé par la haine et la panique. Elle a crié quelque chose vers la caméra. « C'est lui, c'est Adrien, il m'a piégée. Et cette garce, sa femme, c'est de leur faute. » Les policiers l'ont poussée dans la voiture. La portière s'est refermée. Je suis restée là, à la regarder. Je ne ressentais aucune pitié. Elle avait joué. Elle avait perdu. Mon téléphone d'hôtel a sonné. Pas mon portable. Le téléphone fixe de la chambre. J'ai failli ne pas répondre. Personne ne savait où j'étais, sauf Marc. J'ai décroché. Allô? Madame Chouvet? Madame Élise Chouvet? C'était une voix que je n'avais pas entendue depuis des jours. Le secrétaire Dubois. Il ne semblait plus gris et sans émotion. Sa voix était cassée. Il paniquait. Comment m'avez-vous trouvé? Votre avocat? Je l'ai supplié. Je lui ai dit que c'était une urgence vitale. Qu'est-ce qu'il y a, Dubois? Adrien est arrêté? Non, madame, c'est la grand-mère. Mon estomac s'est noué. Quoi? Elle a vu les informations, la conférence de presse, et puis les images de mademoiselle Duval. Il a pris une inspiration tremblante. Elle a eu une attaque cérébrale massive. Je me suis assise sur le lit. La moquette beige semblait soudain tanguer. Elle est à l'hôpital Saint-Joseph, en soins intensifs. Les médecins, ils ne sont pas optimistes. Pourquoi m'appelez-vous? Ma voix était un souffle. C'est monsieur Adrien. Il n'est pas bien, madame. Il est seul. Il a perdu la tête et... La voix de Dubois s'est brisée. La grand-mère, elle demande à vous voir. Moi, elle me détestait. Elle m'avait frappée avec sa canne. C'est un piège, Dubois? Non, madame, je vous le jure. Elle est terrifiée. Elle n'arrête pas de répéter votre nom. S'il vous plaît, je vous en supplie, venez. J'aurais dû raccrocher.
J'aurais dû rester dans cette chambre. Mais une force obscure m'a poussée à me lever. Et je n'y allais pas pour elle, ni pour Adrien. J'y allais pour moi. J'avais commencé cet incendie. Je devais voir les dernières braises s'éteindre. L'unité de soins intensifs sentait l'antiseptique et la peur. Je n'avais pas besoin de demander la chambre. Je l'ai vu. Adrien. Il était affalé sur une chaise en plastique bleu dans le couloir. Son smoking de la veille était froissé. Il n'avait pas dû rentrer chez lui. Sa cravate était arrachée, sa chemise ouverte. Il avait une barbe de 3 jours. Il n'était plus le PDG. Il n'était plus le mari froid et calculateur. Il était juste un homme brisé. Il a levé la tête quand je me suis approchée. Ses yeux étaient en rouge, injectés de sang. Quand il m'a vue, une lueur d'espoir insensé a brillé. Élise. Il s'est levé d'un bond, s'est précipité vers moi. Il a essayé de prendre mes mains. Je les ai retirées. Tu es venue. Sa voix était rauque. Tu es venue. Élise, aide-moi. Dis-leur que c'est faux. Dis-leur que c'était un malentendu. Que c'est moi qui ai découvert la fraude. Il me regardait avec une intensité folle. Je t'ai tout donné, Élise. Notre maison, les voitures. Tu ne peux pas me faire ça. Je l'ai regardé, l'homme qui m'avait dit de réfléchir à ma place. Tu n'as rien donné, Adrien. Ma voix était plate, sans émotion. Tu as tout pris, à moi, à l'entreprise, aux actionnaires, et maintenant tu as tout perdu. Non, non, il secouait la tête comme un enfant. On peut arranger ça. Je te le jure, je la renvoie. Oh, attends, elle est... Il s'est arrêté, réalisant que Clara était déjà partie. L'argent, c'est l'argent, n'est-ce pas? Il a fouillé dans ses poches. Je te donnerai tout. La maison, les comptes, tout. Mais retire ta plainte. Dis-leur que tu as menti. C'était l'insulte finale. Après 10 ans, après tout ce que j'avais sacrifié, il pensait encore que c'était une question d'argent, qu'il pouvait m'acheter. J'ai ri, un rire court, sec, qui m'a fait mal à la gorge. Tu ne comprendras donc jamais, n'est-ce pas? Je l'ai dépassé. J'ai poussé la porte de la chambre. La grand-mère était là. Elle était méconnaissable. Ce n'était plus la matriarche terrifiante. C'était un petit corps fragile, perdu dans un lit blanc. Des tubes entraient et sortaient d'elle. Le bip, bip, bip régulier du moniteur cardiaque était le seul son. Son visage était affaissé d'un côté, mais ses yeux étaient ouverts. Et ils m'ont vu. La haine était toujours là. Une haine pure, concentrée. Elle a essayé de parler. Un son guttural est sorti. Vie. Père. Sa main valide, la gauche, s'est levée. Elle a essayé de me montrer du doigt. Tu as. Elle luttait pour chaque mot. Tu es mon petit fils. Je me suis approchée du lit. Je me suis penchée. Non, il s'est tué lui-même, avec votre aide. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a essayé de se redresser. Vous l'avez élevé en lui apprenant que l'argent était tout, que le nom était tout. Je parlais doucement. Vous m'avez méprisé parce que je venais de rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Regardez où votre nom vous a mené. Regardez ce qu'il reste de votre héritage. Elle a ouvert la bouche. Un gémissement aigu, presque animal, en est sorti, un son de pure agonie. Pas de douleur physique, de douleur pour l'argent perdu, pour le statut détruit. Elle a commencé à pleurer. Des larmes faibles, pathétiques, qui coulaient du coin de ses yeux. Adrien a fait irruption dans la chambre. Laisse-la, laisse-la tranquille. Il m'a attrapée par le bras. Fort. Sors d'ici, c'est toi qui l'as mise là. J'ai arraché mon bras de sa poigne. Ne me touchez plus, jamais. J'ai regardé cet homme qui pleurait sur sa grand-mère. Non, il ne pleurait pas sur elle, il pleurait sur lui-même, sur son monde en ruine. Je me suis retournée, j'ai quitté la chambre. En partant, je l'ai entendu. Ce n'était pas moi qu'il regardait. Il s'était tourné vers sa grand-mère. Sa voix était brisée, pleine d'une rage enfantine. « C'est de ta faute, maman. Attendez. » Non, il n'a pas dit « maman ». Il a dit
C'est de ta faute, grand-mère. C'est toi, toujours à me pousser, toujours plus. » L'horreur de la scène m'a frappée. Ils se dévoraient entre eux, les rats piégés sur le navire en train de couler. J'ai traversé le couloir. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai poussé les portes de l'hôpital. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage. Le chaos était à son apogée. Adrien avait perdu son travail. Clara était en prison. La grand-mère était mourante. Tout était détruit. Et je n'avais jamais été aussi vivante. La nuit était profonde quand j'ai quitté l'hôpital. La ville de Lyon, ma ville, semblait endormie, indifférente au drame qui venait de dévorer l'une de ses familles les plus en vue. Je suis rentrée à l'hôtel, mais je n'ai pas dormi. J'ai pris une douche, longue et brûlante, essayant de laver l'odeur de l'hôpital, l'odeur de la mort et de la trahison, mais l'odeur était à l'intérieur de moi. Le lendemain, Marc m'a appelée. La grand-mère est décédée. Sa voix était neutre. Ce matin, à 4h30, je me suis assise sur le bord du lit. La nouvelle n'a pas provoqué de choc. C'était juste la fin logique. La matriarche, le pilier de la dynastie Chouvet, était partie. Elle était morte en entendant son petit-fils l'accuser et en me voyant, moi, la paysanne, triompher. Pour elle, c'était un sort pire que la mort. La mort n'était qu'une libération. Adrien, ai-je demandé. Il est en garde à vue. Quoi? À l'hôpital? Non. Ils l'ont arrêté juste après. Quand il a quitté la chambre de sa grand-mère, il a fait une crise. Il a commencé à détruire le matériel dans le couloir. La sécurité de l'hôpital a dû intervenir. La police était déjà là pour l'interroger sur l'affaire Ardan. Ils l'ont embarqué. L'homme qui m'avait ordonné de rentrer à la maison. L'homme qui m'avait menacé. Il avait passé la nuit dans une cellule de dégrisement, puis en garde à vue, pendant que sa grand-mère mourait seule. Les funérailles? Ce sera compliqué. Le compte principal de la famille est gelé par l'enquête. L'Empire ardent a coupé les ponts. Il n'y a plus d'argent, Élise. L'ironie était si amère qu'elle m'a brûlé la gorge. La femme qui avait vécu pour le nom et l'argent allait avoir des funérailles de pauvres. Les jours suivants ont été un flou médiatique et juridique. Je suis restée cloîtrée. J'ai lu les nouvelles. Mort de la matriarche Chouvet. Adrien Chouvet mis en examen pour abus de biens sociaux, détournement de fonds et corruption. Clara Duval incarcérée à la prison de Montluc en attente de son procès pour extorsion et complicité. L'Empire s'était effondré en moins d'une semaine. Mon divorce, qui semblait si cataclysmique, était devenu une simple note de bas de page dans cette saga criminelle. La procédure a été accélérée. Il n'y avait plus rien à négocier. Il n'y avait plus de partage des biens. Il n'y avait que des dettes. Des millions d'euros de dettes, de comptes gelés, d'actifs saisis par la justice. La villa magnifique, hypothéquée à sa valeur maximale pour couvrir les pertes boursières. Les voitures de luxe, louées, pas possédées. Le statut, un château de cartes construit sur du sable mouvant. J'ai réalisé que même si je n'avais rien fait, j'aurais tout perdu. Adrien avait déjà tout détruit, bien avant que je ne trouve ce rouge à lèvres. Il avait tout brûlé pour maintenir son style de vie, pour payer ses maîtresses, pour satisfaire l'avidité sans fin de sa famille. J'étais la dernière chose qui le maintenait à flot, et j'avais lâché prise. Le jour de l'audience de divorce est arrivé. Ce n'était pas dans une grande salle d'audience, c'était dans le bureau d'un juge, une petite pièce triste sentant la poussière et le café froid. J'étais là, avec Marc. Adrien était là. Il n'était pas venu de la villa. Il était venu de sa cellule de prison, escorté par 2 gardes. Il ne portait pas de smoking. Il portait un survêtement gris sans lacets. Il avait perdu au moins 10 kilos. Ses joues étaient creuses. Ses yeux étaient morts. Il ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Le juge a lu les termes. C'était un divorce pour faute, exclusivement au tort d'Adrien. Adultère, fraude, il n'a pas contesté. Il n'y avait rien à partager, sauf les dettes. Mais j'étais protégée.
Mon appartement était à mon nom, acheté avant le mariage. Mes économies personnelles, que j'avais toujours gardées séparées, étaient intactes. Adrien, lui, était ruiné. Le juge a parlé. Monsieur Chouvet, avez-vous quelque chose à ajouter? Adrien a levé la tête. Son regard était vide. Non. Sa voix était un murmure. Madame Chouvet, j'ai regardé cet homme, l'homme que j'avais aimé, l'homme qui m'avait construite et détruite, l'homme que j'avais détruit à mon tour. Non, monsieur le juge. Le juge a frappé de son marteau, un son sec, dérisoire. Le divorce est prononcé, l'audience est levée. C'était fini, 10 ans de ma vie, effacés par un coup de marteau. Les gardes se sont approchés d'Adrien. Levez-vous. Il s'est levé docilement. Alors qu'il l'emmenait vers la porte, il s'est arrêté. Il s'est tourné vers moi. Pour la première fois, je m'attendais à de la haine, à de la colère, à des excuses. Je n'ai vu que du vide, un vide absolu, un trou noir où son âme avait été. J'espère que tu es heureuse, Élise. C'était tout, puis il est parti. Marc m'a touché le bras. Élise, ça va? J'ai hoché la tête. Je ne savais pas ce que je ressentais. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas du soulagement. C'était juste la fin d'une douleur si longue qu'elle était devenue une partie de moi. Et, maintenant qu'elle était partie, je me sentais légère. Et vide. Nous devons sortir, a dit Marc. Ils vous attendent. Qui? Les médias, le monde entier. Il m'a ouvert la porte du bureau. Le couloir était calme, mais j'entendais le bruit, un grondement sourd, comme une meute de loups. Nous avons atteint les grandes portes du palais de justice. Marc a poussé la porte. La lumière m'a frappé en premier. Un mur de lumière blanche, des flashs, des centaines d'éclairs qui crépitaient, me rendant aveugle. Puis le son, des cris. Madame Chouvet, par ici. Élise, avez-vous un commentaire? Regardez par ici. C'est vous qui l'avez dénoncé? Vous le regrettez? Des dizaines de journalistes, des caméras, des micros tendus vers moi comme des armes. Ils se bousculaient, ils criaient mon nom. J'étais le centre du cyclone, la femme qui avait fait tomber l'Empire, la veuve noire, l'ange vengeur. J'ai fait une pause sur la marche supérieure. J'ai plissé les yeux face au flash. J'ai regardé cette foule affamée, avide de ma douleur, de ma réaction. Ils voulaient des larmes. Ils voulaient un sourire de triomphe. Ils voulaient que je craque. Je n'ai rien donné de tout cela. J'ai redressé les épaules. Mon visage est resté calme, serein, impassible. Je n'étais pas une victime. Je n'étais pas une gagnante. J'étais une survivante. J'ai descendu la première marche, puis la deuxième. Les cris sont devenus plus forts. Élise, un mot! Marc essayait de me frayer un chemin. J'ai levé la main, pas pour les saluer, juste un geste, pour demander le silence. Et tout, miraculeusement, le chaos s'est atténué. Ils attendaient ma déclaration. J'ai regardé droit dans l'objectif de la caméra la plus proche. Je n'ai pas souri, je n'ai pas pleuré, j'ai simplement dit 2 mots qui résumaient tout, les 10 ans de mariage, le rouge à lèvres, la douleur, la vengeance, la ruine. C'est fini. Puis, j'ai continué à marcher. Je n'ai pas couru, j'ai marché, la tête haute. J'ai traversé la mer de journalistes comme si elle n'existait pas. La voiture de Marc attendait. La portière s'est ouverte. Je me suis glissée à l'intérieur. La portière s'est refermée. Le son a été coupé net. Le silence. J'ai regardé à travers la vitre teintée. Je les voyais encore crier, gesticuler. Mais je ne les entendais plus. Ils étaient devenus un film muet. J'ai détaché mes cheveux. J'ai expiré. Un souffle que j'avais retenu pendant 10 ans. L'acte 2 était terminé. Le feu avait tout consumé. Il ne restait que les cendres. Et moi. Après le divorce, le bruit ne s'est pas arrêté. Il a juste changé de nature. Le procès criminel d'Adrien est devenu le centre d'attention. Mon nom était encore sur toutes les lèvres, mais différemment. Je n'étais plus la femme bafouée. J'étais le témoin clé. J'ai quitté l'hôtel discret
et je suis retournée dans mon appartement, mon sanctuaire. Les journalistes ont campé devant ma porte pendant 1 semaine. Je ne leur ai rien donné. Je tirais les rideaux, je préparais du thé, j'écoutais de la musique classique, j'apprenais à réhabiter ma propre vie. La première convocation est arrivée. Ce n'était pas pour le procès d'Adrien, c'était pour celui de Clara Duval, l'extorsion de fonds. Son avocat avait tenté de plaider la victime manipulée. Le procureur avait besoin de mon témoignage pour établir le contexte. La salle d'audience était plus petite cette fois, moins grandiose, mais l'air était tout aussi lourd. Clara était dans le box des accusés. Elle avait changé. Le jogging gris avait été remplacé par un tailleur pantalon noir, strict, probablement fourni par son avocat. Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère. Elle essayait de ressembler à une femme d'affaires sérieuse, pas à une maîtresse avide. Mais ses yeux étaient les mêmes. Quand elle m'a vue entrer, j'y ai lu une haine pure, froide, que la peur ne masquait même plus. Je me suis assise à la barre des témoins. J'ai prêté serment. L'avocat de la défense s'est levé. Un homme au sourire huileux. Madame Lamonte, il a utilisé mon nom de jeune fille. J'avais officiellement abandonné le nom de Chouvet. Vous étiez au courant de la liaison de votre mari avec ma cliente? J'ai découvert des preuves qui le suggéraient fortement, comme ce rouge à lèvres, entre autres. Et cela vous a mis en colère, n'est-ce pas? J'étais déçue. Déçue, il a haussé la voix. Ou folle de rage, au point de vouloir vous venger? Mon mariage ne concerne pas cette cour. Au contraire, madame, il est au cœur de l'affaire. Il s'est approché. N'est-il pas vrai que vous avez découvert cette liaison et que dans un accès de jalousie, vous avez décidé de détruire non seulement votre mari, mais aussi la femme qu'il aimait, la femme qu'il payait, voulez-vous dire? Le procureur s'est levé. Objection. Mais le coup avait porté. L'avocat de la défense a souri. Vous prétendez que ma cliente, une jeune stagiaire, extorquait des fonds à l'un des hommes les plus puissants de Lyon. C'est absurde. Les relevés bancaires ne sont pas absurdes. Des cadeaux, de la générosité. Monsieur Chouvet était connu pour sa générosité. J'ai secoué la tête. J'ai vécu 10 ans avec cet homme. Il n'était pas généreux. Il était calculateur. Il n'a jamais rien donné sans attendre quelque chose en retour. J'ai regardé Clara. Et elle n'était pas une victime. Elle était une complice. Vous n'avez aucune preuve de cela. Vous vouliez juste l'écarter. C'est faux. Ma voix était calme. Le jour de la fête d'anniversaire de Madame Chouvet mère. La grand-mère, oui. Mademoiselle Duval m'a publiquement humiliée. Elle m'a ordonné de m'agenouiller. Un murmure a parcouru la salle. Elle ne se comportait pas comme une stagiaire effrayée. Elle se comportait comme la future maîtresse de maison. Elle avait déjà gagné, pensait-elle. L'avocat a changé de tactique. Et la grossesse, le silence est tombé. Vous saviez qu'elle était enceinte, n'est-ce pas? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai découvert qu'elle prétendait être enceinte. Prétendait? Oui, j'ai aussi découvert qu'elle faisait chanter mon ex-mari avec cette fausse grossesse. Clara s'est levée d'un bond. C'est faux, menteuse, c'est toi qui l'as forcée à... Silence, a tonné le juge. Elle s'est rassise, tremblante de rage. Son masque venait de tomber. Le jury l'a vu, l'avocat de la défense avait perdu. Je n'ai pas assisté au verdict. Je n'en avais pas besoin. Marc m'a appelé le lendemain. 5 ans de prison, 3 ans ferme, 2 avec sursis. Pour extorsion et complicité de détournement de fonds. Elle avait joué gros, elle avait tout perdu. Sa jeunesse, sa réputation, sa liberté, pour une robe Dior et quelques virements. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement un immense gâchis. 2 semaines plus tard, c'était le tour d'Adrien, le procès principal. Cette fois, le palais de justice était plein à craquer. C'était l'événement de l'année, la chute de la maison Chouvet. Je n'étais pas témoin, à la barre, cette fois. Les preuves que j'avais fournies étaient si accablantes, si claires,
que ma présence n'était pas nécessaire. Les documents parlaient d'eux-mêmes. Les comptables, les auditeurs, les experts financiers se sont succédés. Ils ont méthodiquement déconstruit l'empire ardent. Ils ont montré les comptes offshore, les fausses factures, les millions détournés. C'était un pillage systématique qui durait depuis des années. Je suis venue un seul jour. Je me suis assise au fond de la salle. Personne ne m'a reconnue au début. J'avais coupé mes cheveux. Je portais des lunettes. Je voulais le voir. Une dernière fois, dans le box des accusés, il avait encore maigri. Ses cheveux, autrefois si parfaits, étaient ternes. Il regardait ses mains. Il n'écoutait pas. Il semblait absent. L'homme qui avait commandé des salles de conseil entières n'était plus qu'une coquille vide. Son avocat a tenté une défense pathétique, une pression immense, l'influence de sa grand-mère, une erreur de jugement. Personne n'y croyait. Le procureur s'est levé pour son réquisitoire. Il a pointé Adrien du doigt. Cet homme n'est pas une victime de la pression. Il est l'architecte de sa propre ruine. Il a trahi ses actionnaires, ses employés et sa famille. Il a tout pris, par pure avidité. Adrien n'a pas réagi. Il n'a levé la tête qu'une seule fois. Pendant une pause, son regard a balayé la salle. Et il m'a vu. Nos regards se sont croisés, à travers la salle, à travers une vie de mensonges. Il n'y avait plus de haine, il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus rien, juste une reconnaissance, une compréhension finale et terrible. Il a détourné les yeux le premier. Je me suis levée et je suis partie. Je n'avais pas besoin d'entendre la sentence. Je la connaissais déjà. Le verdict est tombé le vendredi. 10 ans de prison ferme, saisie de tous les biens. Interdiction à vie de gérer une entreprise. C'était une mort civile. L'homme connu sous le nom d'Adrien Chouvet avait cessé d'exister. J'ai éteint la télévision. Le silence dans mon appartement était enfin total. Plus de procès, plus de drame. Il n'y avait plus que moi. Et l'avenir. Un avenir blanc, terrifiant et complètement libre. Je me suis fait un café. Je me suis assise près de la fenêtre. Le soleil se couchait sur Lyon. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer une à une. La vie continuait. Et la mienne aussi. Je pensais à mes parents. Mon père m'avait appelé après le procès de Clara. Sa voix était brisée. Élise, je suis tellement désolée. Élise, oh, Gougier. Il avait lu les témoignages. Il avait compris la manipulation. Je ne t'ai pas cru. Ce n'est pas grave, papa. C'est fini maintenant. Non, ce n'est pas... Pardonne-moi. Je te pardonne, papa. Et je le pensais. La colère était partie. Elle avait brûlé tout le poison. Il ne restait que de la fatigue et l'envie de respirer. Les mois qui ont suivi les procès ont été les plus étranges de ma vie. Le bruit s'était tu. Les camions de télévision étaient partis, chassant un nouveau drame. Lyon avait oublié la chute de la maison Chouvet. Il ne restait que le silence. Au début, ce silence était assourdissant. Pendant 10 ans, ma vie avait été définie par le bruit, les exigences d'Adrien, les sarcasmes de la grand-mère, les dîners mondains, les appels téléphoniques anxieux, et enfin l'explosion de la vengeance et des procès. Maintenant, il n'y avait plus rien. Seulement le tic-tac de l'horloge dans mon petit appartement. Seulement le sifflement de la bouilloire. Seulement le son de ma propre respiration. J'ai passé des jours à ne rien faire. Je regardais par la fenêtre. Je marchais dans le vieux Lyon où personne ne me reconnaissait avec mes cheveux coureurs. J'apprenais à être seule. Pas seule comme lorsque Adrien était en voyage d'affaires, mais vraiment fondamentalement seule. Et lentement, le silence assourdissant est devenu une paix. Je n'étais plus la femme d'eux. Je n'étais plus la victime. Je n'étais plus l'ange vengeur. J'étais juste Élise. Un après-midi, en triant de vieux cartons, je suis tombée sur une photo de nous. Pas dans la villa, dans notre premier studio. Nous avions 20 ans,
Adrien portait un vieux pull, je portais une salopette. Nous mangions des nouilles instantanées, directement dans la casserole, assis par terre, et nous rions aux éclats. Ses yeux brillaient, pas d'avidité, juste de joie et d'amour. Je me suis assise sur le sol, et pour la première fois, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré sur l'homme qu'il était devenu, ni sur la trahison, ni sur la douleur. J'ai pleuré sur l'homme qu'il avait été. J'ai pleuré sur ce garçon qui riait en mangeant des nouilles. Ce garçon était mort, mort bien avant que je ne trouve ce rouge à lèvres. Il était mort, tué par l'homme qu'il voulait désespérément devenir. Ce jour-là, j'ai fait le deuil, pas de mon mariage, mais de mon premier amour. J'ai compris que je devais faire une dernière chose, non pas pour lui, mais pour moi, pour fermer le dernier chapitre. J'ai fait une demande de visite à la prison. L'avocat d'Adrien a répondu, surpris. Il a accepté. La salle des visites était grise, une odeur de désinfectant et de tristesse. Nous n'étions pas dans une salle privée. Nous étions séparés par une vitre épaisse, parlant à travers un interphone. Il est entré, encadré par un garde. Le prisonnier numéro 734. Il portait l'uniforme bleu terne de la prison. Ses cheveux étaient rasés. Il était si maigre, l'ombre de l'ombre d'Adrien Chouvet. Il s'est assis. Il n'a pas levé les yeux tout de suite. Quand il l'a fait, son regard était vide. Il a décroché le téléphone. J'ai fait de même. Pourquoi es-tu venu ? Sa voix était rauque. Le son de l'interphone la déformait. Je ne sais pas. J'ai regardé cet homme brisé. Peut-être pour voir si tu étais réel. Oh, je suis réel. Il a eu un petit rire sec, sans joie. Tu es contente ? Tu as gagné, tu as tout eu. Il le pensait encore. Il pensait encore que c'était un jeu, que j'avais pris quelque chose. J'ai secoué la tête. Je n'ai rien eu, Adrien. Je n'ai rien gagné. J'ai posé ma main sur la vitre froide. Tu voulais tout posséder. L'entreprise, le nom, l'argent, Clara, moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et tu as tout perdu. Surtout toi-même. Il a baissé les yeux. Il a regardé ses mains, posées à plat sur la table. Des mains qui avaient signé des contrats de plusieurs millions d'euros. Des mains qui m'avaient caressé. Des mains qui étaient maintenant vides. J'ai fait ça. Sa voix était à peine un murmure. Pour elle, pour la grand-mère. Elle voulait toujours plus. Le non. Et toi, je l'ai coupé. Qu'est-ce que tu voulais, toi ? Le garçon qui mangeait des nouilles par terre, qu'est-ce qu'il voulait ? Une larme a roulé sur sa joue creuse, une seule. Il n'a pas répondu. Parce qu'il ne savait plus. Je me suis levée. Je ne suis pas venue par haine, Adrien. Je suis venue te dire au revoir. Il a levé la tête, paniqué. Élise, attends, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. C'était le cri d'un enfant perdu. Je suis désolée. Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé. Je sais, j'ai raccroché le téléphone. Mais ça n'a plus d'importance. J'ai fait un signe au garde. Je suis partie sans me retourner. Je l'entendais vaguement taper contre la vitre. J'ai continué à marcher. C'était vraiment fini. Je suis sortie de la prison. L'air extérieur était frais, vif. Et je suis rentrée chez moi. Mon petit appartement. Mais je ne suis pas allée à mon étage. Je suis restée dans le hall. Un homme en costume m'y attendait, mon gestionnaire d'actifs. Un homme différent, de marque, que personne ne connaissait. Il m'a tendu un porte-document. Félicitations, Madame Lamante. La signature est finalisée. Il m'a souri. L'immeuble est officiellement à vous. J'ai pris le document. Le petit appartement que j'aimais tant n'était que le premier lot. Pendant 2 ans, pendant qu'Adrien dépensait sans compter pour ses maîtresses, pendant qu'il me mentait sur les heures supplémentaires, j'avais secrètement, méthodiquement, utilisé mes propres économies, mes primes d'avant le mariage, pour acheter cet immeuble, lot par lot, appartement par appartement, en utilisant une société écran. J'avais fini ce matin. Le gestionnaire m'a regardé. C'était un plan incroyablement patient, madame, commencé il y a 2 ans. Vous saviez déjà ?
Je l'ai regardé. Je ne savais pas qu'il me trompait, mais je savais que je devais avoir quelque chose à moi, un endroit qu'il ne pourrait jamais toucher, une fondation. Dis-moi, moi aussi. Pendant qu'il construisait son château de cartes, j'avais construit ma forteresse, brique par brique, en silence. Il pensait que j'étais dépendante de son statut. La vérité, c'est que j'étais propriétaire de l'immeuble où je vivais et il n'en a jamais rien su. J'ai congédié le gestionnaire. Je suis sortie dans la petite cour intérieure. J'ai levé les yeux vers les fenêtres. Ma maison, ma vraie maison. C'est là que j'ai compris la véritable signification du mot pardonner. Le voyage à la prison n'était pas pour le pardonner, lui. Pardonner, ce n'est pas les absoudre. Ils étaient coupables. Adrien, Clara, la grand-mère. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Pardonner, c'est me libérer. C'est couper le dernier lien de haine qui me retenait encore à eux. C'est reprendre mon pouvoir. Et je l'avais fait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas rêvé d'Adrien. Je n'avais pas rêvé de canne levée ou de salle d'audience. J'avais rêvé de la mer. Je me suis levée et j'ai ouvert les fenêtres de mon appartement. L'air frais du matin est entré, portant le son lointain de la ville qui s'éveille. Mon immeuble, ma vie. Je me suis fait un café. Je l'ai bu lentement, non pas pour me réveiller, mais pour le goûter. Pour goûter le présent. Sur mon lit, un petit sac de voyage était ouvert. Pas une valise. Pas comme la nuit où j'avais fui la villa, emportant le poids de 10 ans de vie. Juste un sac. Assez pour quelques jours. Ou pour toujours. J'ai commencé à le remplir. Un jean. 2 pulls en cachemire doux. Un livre que je n'avais jamais eu le temps de lire. Je n'ai rien pris qui me rappelait mon ancienne vie. Pas de bijoux offerts par Adrien. Pas de vêtements de Madame Chouvet. J'ai pris le rouge à lèvres que j'avais acheté la veille, une couleur douce, corail, une couleur que j'aimais. J'ai souri en le mettant dans le sac. J'ai fait le tour de l'appartement, mon sanctuaire, ma forteresse. Il était temps de le quitter, pas de le fuir, juste de le laisser. Il serait là à mon retour. Il était ma fondation. Mais une fondation est faite pour être un point de départ, pas une prison. J'ai pris mon sac, j'ai pris mes clés. Je n'ai pas jeté un regard en arrière. J'ai fermé la porte. Le son du clic de la serrure était définitif, satisfaisant. Je suis sortie dans la rue. Lyon. La ville était baignée d'une lumière rose et dorée. Les boulangeries ouvraient. L'odeur du pain frais flottait dans l'air. J'ai marché. Je n'ai pas pris de taxi. Je voulais sentir le sol sous mes pieds. Je voulais faire partie de la ville, une dernière fois, en tant qu'anonyme. Je suis passée devant le restaurant où j'avais bu pour lui, jusqu'à m'en rendre malade. Je n'ai rien ressenti. C'était un autre temps, une autre femme. Je suis passée devant le parc où il m'avait demandé en mariage. Les arbres étaient les mêmes. J'avais changé. J'ai marché jusqu'à la gare de Lyon-Part-Dieu. Le grand hall était plein de gens. Des gens qui allaient quelque part. Des gens qui attendaient. Des gens qui disaient au revoir. Le son des annonces. Le cliquetis des valises sur le marbre. Le bruit de la vie. Je me suis arrêtée devant le grand tableau des départs. Les lettres et les chiffres changeaient dans un claquement sec. Marseille, 0830. Voie C, Paris, 0845. Voie A, Genève, 0850. Voie F. Et puis, je l'ai vu, Nice, 0910. Voie G, Nice, la mer. Je me suis approchée du guichet. Un billet pour Nice, s'il vous plaît. Aller simple ou aller-retour, madame? J'ai eu un sourire, le premier vrai sourire, léger, qui venait du cœur, depuis plus d'une décennie. Aller simple. J'ai pris mon billet. Je n'ai pas attendu dans la salle d'attente. Je suis allée directement sur le quai. Le train était là. J'ai trouvé ma place, près de la fenêtre. Je me suis assise. Le wagon était presque vide. J'ai regardé à travers la vitre. Je voyais les autres quais. Les gens qui couraient, j'ai pensé à Adrien. Dans sa cellule grise, j'ai pensé à Clara.
Dans la sienne, j'ai pensé à la grand-mère dans sa tombe froide. Ils avaient joué un jeu fait de pouvoir, d'argent et de tromperie. Ils avaient tous perdu. Et moi, j'avais refusé de jouer plus longtemps. Et c'est comme ça que j'avais gagné. Non pas leur argent ou leur pouvoir. J'avais gagné ma vie. Le sifflet du train a retenti. Un léger à-coup. Le train a commencé à bouger. Lentement d'abord. Les bâtiments de la gare ont défilé. Puis les faubourgs de Lyon. La ville de mes fantômes. La ville de mes souffrances. La ville de ma renaissance. Je les regardais s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une ligne floue à l'horizon. Le train a pris de la vitesse. Le soleil était plus haut maintenant. Il inondait le wagon de lumière. J'ai fermé les yeux. Je n'avais pas de plan. Je ne savais pas ce que j'allais faire à Nice. Je ne savais pas où je dormirais ce soir. Et pour la première fois de ma vie, c'était exaltant. Je n'étais plus en fuite. J'étais en route. J'ai ouvert les yeux. Le paysage avait changé. Ce n'était plus la ville, c'était la campagne. Des champs verts, baignés de soleil. J'ai sorti mon livre, mais je ne l'ai pas lu. Je me suis contentée de regarder le monde défiler. Un nouveau chapitre. Pas d'encre, pas de mots, juste une page blanche. Et moi, Élise Lamonte, libre,